Aujourd'hui, on va parler du livre Coexistence avec les animaux à fourrure environnants. Donc, c'est fait en lien avec la FTGQ, le programme d'éducation en sécurité et en conservation de la faune et le développement durable des environnements, durable, environnement, faune et parcs du Québec. C'est un livre de 230 pages et donc on a, c'est bien imagé. Je vais se faire un petit survol assez rapide. Donc, premièrement, de quoi traite le livre? En fait, le livre va traiter de comment on peut gérer nos activités pour moins impacter et être moins impacté par la présence d'animaux à fourrure dans les environs, dans notre secteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? C'est qu'on va traiter chaque animal dans le livre à fourrure, puis on va décrire les scènes pratiques qui peuvent être faites pour pas avoir de problématiques avec ces animaux-là et pour pas avoir à les trapper. Donc, l'objectif du livre, dans le fond, c'est de ne pas trapper l'animal, de plutôt s'arranger pour empêcher que cet animal-là devienne un nuisible. Ensuite, si l'animal est quand même un nuisible ou il n'y a pas d'autre façon, bref, il va avoir la meilleure façon qui va être expliquée pour le trapage, quel type de cage utiliser par exemple, quel type de piège utiliser en fonction de l'animal, où on peut l'installer, pourquoi, puis à quel temps. Donc, le but, c'est évidemment de favoriser les actions qui sont non répressives et qui sont plus dans une optique de défensive, si on veut, de s'assurer que l'animal peut continuer à faire ses choses, mais qu'il ne devient pas nuisible pour nous. C'est vraiment ça l'aspect central du livre. Donc, ça nous donne plein de trucs pour, entre guillemets, se protéger des animaux à fourrure pour pas qu'ils deviennent nuisibles pour nous parce que une des problématiques lorsqu'ils deviennent nuisibles et qu'on va faire de la trappe, c'est ça laisse un territoire vide dans le fond. Puis la nature étant ce qu'elle est, elle comble le vide. Donc, si par exemple une moufette devient problématique pour le jardin, pour autour de la maison, si on ne fait que l'attraper tout le temps, mettre à mort l'animal, ça laisse le territoire libre. Fatalement, il va en avoir une autre qui va arriver. Bref, là, c'est vraiment la mise en place de structures qui vont faire en sorte que l'animal ne reviendra pas ou qu'il ne sera pas intéressé à revenir. Donc, je vais vous donner, on va juste parcourir rapidement la table des matières pour vous donner une idée du contenu qui se trouve. Donc, on a introduction, les problématiques, sommaire du contenu, l'approche préconisée. Chapitre 2, la gestion des animaux à fourrure nuisible, une activité complexe. Donc, on va parler des différents intervenants, mais d'une seule et même approche au final. La diversité de la clientèle et les problématiques qui peuvent être liées, donc que ce soit en milieu urbain, en milieu rural. Donc, parce que dans le fond, ce livre-là s'adresse à des professionnels qui vont intervenir pas uniquement chez soi, mais chez d'autres personnes, puis qui vont conseiller, qui vont mettre en place du trapage, mais qui vont également conseiller les personnes pour ne plus que cet animal-là redevienne un nuisible chez la personne. Les relations avec les organismes locaux, les aspects légaux reliés aux opérations, évidemment, pour le Québec, l'état de santé des animaux, les impératifs d'un intervenant professionnel, donc la considération du milieu d'opération, qu'il soit urbain, forestier ou agroforestier, agricole, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de différences dans l'approche dans un milieu urbain versus un milieu forestier ou agricole. Les gens en milieu urbain sont beaucoup plus réticents au trapage, à la mise à mort d'animaux. Et puis, on va en parler un peu plus tard, c'est super intéressant parce qu'au fond, on se rend compte que la relocalisation, ce que les gens apprécient, entre guillemets, le plus, parce que on se lave un peu les mains en se disant il va faire sa vie bien heureux dans le bois, cet animal-là, en fait, elle est pratiquement toujours déconseillée. Parce que ça va. En fait, comme je l'ai dit, la nature comble le vide. Si on prend un animal et on l'amène dans un autre territoire, en fait, il y a déjà
un animal qui est là. On prend par exemple un raton laveur. Si on le prend et on va l'amener dans un secteur, ben, tu as déjà des ratons laveurs dans ce secteur-là. Fait qu'au final, la ressource n'est pas vraiment disponible parce que déjà, c'est déjà occupé comme territoire. Puis aussi, ce que ça fait en sorte, c'est que ça va déplacer les maladies. Puis ça, c'est quand même un très gros problème. Et on ne veut pas amener des maladies dans des territoires qui n'en ont pas. Donc, bref, ensuite, on a le contact avec le client, le voisinage, le public, expertise et professionnalisme, visite et analyse de cas, la phase opérationnelle, les conseils et suivis après l'intervention, le respect de la faune, les concepts de bons soins aux animaux, la physiologie et la réponse physiologique relative aux manipulations, la sélection adéquate des sites de capture, le prélèvement et capture et relocalisation, les techniques d'euthanasie éthiquement acceptables, l'approche sélective, donc comment éviter les captures accidentelles, donc vraiment avoir un piège adapté, un système qui fait en sorte qu'on ne va pas capturer des animaux qu'on ne veut pas capturer. Préconiser la mise en place de méthodes préventives, le comportement préventif, préoccupation en regard des risques de zoonose. Donc, les zoonoses, c'est les maladies qui sont transmissibles de l'animal vers l'homme. Donc, toutes les préoccupations qu'il faut faire. Donc, l'état de la situation au Québec, quelle maladie est plus à risque que d'autres. Les précautions d'usage pour éviter les risques de zoonose, donc l'équipement requis. Demeurer à jour dans son créneau d'opération. Donc, on a les formations continues qui sont disponibles, l'évolution des engins et des méthodes de capture, les suivis d'expérimentation et le développement des méthodes préventives, la disposer d'un équipement spécialisé adapté. Maintenant, les animaux à fourrure potentiellement nuisible, c'est la plus grande partie du livre, dans le fond. Ce que je vous ai énuméré, ça se situe sur 26 pages à double colonne, comme on peut le voir comme ça, double colonne. Et donc, la plus grosse partie, ben, c'est de la page 27 à 159. Ben, on va être sur tous les animaux à fourrure, dans le fond, et quel type d'interaction il faut faire, quel type d'intervention il faut faire pour chacun des animaux. Donc, ils sont classés en deux catégories, les semi-aquatiques, le castor, le rat musqué, la loutre de rivière et le vison. Et les terrestres, donc les écureuils, les belettes, les ratons laveurs, la moufette, le renard roux, le coyote, le loup et l'ours noir. Ensuite de ça, on va avoir le dilemme de la relocalisation. Ça, c'est vraiment super intéressant, puis c'est très méconnu du public. Puis, ben, on gagnerait vraiment socialement à en parler beaucoup plus, puis à mettre de l'avant les études qui sont faites, toute la relocalisation, par exemple. Un ours noir, ils ont mis comme des puces, si on veut, ou des bracelets. Là. Je me souviens plus de l'engin. Mais ils se sont rendus compte qu'un ours noir pouvait franchir pratiquement jusqu'à 200 km de distance pour retourner à son territoire d'origine. Donc, 200 km, ça commence à faire pas mal. Donc, on ne peut pas relocaliser comme ça des animaux sans comprendre tout le risque qu'il y a derrière au niveau des maladies, mais aussi sans prendre en compte ces facteurs-là. Et assez peu de gens connaissent ces facteurs-là. Les répulsifs et leurs limites, la disposition des dépouilles animales et suivi d'une conclusion. Puis dans les annexes, ben, on a des annexes sur les maladies, les infections, les sélectivités des techniques de piégeage. Bref, on a toutes sortes de belles annexes à la fin qui sont super instructives, faciles d'accès. Par exemple, là, attractifs, utilisés pour les différentes espèces. Ben, on a qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc, on a les appâts. Est-ce qu'il faut les éviter? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Les leurres, les urines, autres. C'est vraiment super complet comme livre. On a toutes les maladies ici également. Donc, quelle maladie, quel diagnostic, comment prévenir ces maladies-là. Puis les signes et les symptômes. Ensuite, on va avoir aussi les types. Ça, on les retrouve également. Donc, c'est fourni par la FTGQ. Puis, on les retrouve dans le manuel là, qu'on passe lorsque je vous ai déjà parlé. Donc, le manuel piégeage des animaux à fourrure pour avoir son permis. Bref, les annexes sont très bien faites puis sont très utiles.
Juste pour vous donner une bonne idée, dans le fond, du contenu, on va regarder le rat musqué, la façon dont est organisé les fiches avec le rat musqué. Donc, pour les gens qui sont hors Québec, ben, le rat musqué, je pense en France, on appelle ça le rat gondin. Dans le fond, c'est un petit animal là, qui ressemble à un rat, c'est un rongeur. Je pense que c'est à peu près ouais, grand de même, comme ça. Puis ça a une longue queue. Ça fait des trous en bordure dans les berges. Puis ben, ça se nourrit là, de végétaux aux alentours. Donc c'est un semi-aquatique. Donc, le rat musqué, je trouvais ça intéressant parce que ben, j'en ai déjà trappé quand j'étais plus jeune. Puis, ben, j'ai déjà eu affaire, en fait, avec, justement parce qu'il était nuisible sur les terres agricoles de la famille. Donc, la première chose, ben, on a évidemment l'image de l'animal en question. Les risques de conflit, donc c'est les risques de conflit qui sont retrouvés généralement avec cet animal-là. Donc, dans le cas du rat musqué, c'est évidemment c'est moyen. Par exemple, ceux qui étaient élevés, on avait l'écureuil, parce que l'écureuil, ça peut rentrer dans les maisons, ça gruge les fils électriques. Bref, ça peut faire beaucoup de dommages pour un si petit animal. Euh, on avait aussi les moufettes, les ratons laveurs, bref. Donc, c'est organisé à faible, moyen, très faible également, très faible, moyen, etc. Donc, les rats musqués, ben, la problématique qui implique souvent les rats musqués, c'est évidemment au niveau agricole. Donc, c'est le plus que ça se trouve dans les milieux agricoles humides qui sont favorables à l'espèce. Donc, c'est souvent des marécages, des marais, des ruisseaux, des plaines inondables. Donc, on va avoir son habitat et son alimentation. Comment il va hiverner, ici, juste en bas. Son type de hutte, dans le fond, c'est super intéressant. Ensuite, on a son cycle annuel. Son cycle annuel, donc, juste ici, présenté avec un tableau. Dans le fond, c'est un cercle qui représente les mois de l'année et on a c'est catégorisé, donc élevage et alimentation d'octobre à mars, accouplement, gestation, etc. Donc, on a vraiment le portrait global de l'animal. Comportement et facteurs limitants. On a l'air également de dispersion. Donc, en milieu agricole, le domaine vital d'un couple de rats musqués couvrirait environ de 370 à 450 mètres linéaires de canaux ou de drainage ou de fossés. On a un portrait global, donc les rats musqués, au niveau de la reproduction, ils ont un taux de reproduction élevé puis une durée de vie assez courte. En fait, beaucoup de rats musqués vont mourir à l'hiver. Par exemple, l'hiver, en absence d'une couche de neige isolante suffisante, si les densités sont supérieures à ce que l'habitat peut supporter, donc les densités de rats musqués, par rapport aux ressources alimentaires disponibles, et si les gels sont intenses, il peut y avoir une perte jusqu'à 80% de la population en automne, de l'automne qui va périr. Mais évidemment, ça va, le cycle de la nature est bien fait. Ils vont se reproduire et le problème va être réglé très rapidement. On a ensuite les indices à ne pas confondre. Je trouvais ça super intéressant. Dans le fond, pour être bien sûr qu'on a affaire à un rat musqué et non, par exemple, à un castor, ben, il va y avoir différents comparatifs entre les animaux qui peuvent ressembler au niveau des impacts et l'animal en question, donc en ce moment, le rat musqué. Donc, les types de sites d'alimentation, le type de crotte, le type de chenaille de circulation, ça se voit assez bien. En milieu agricole, c'est quoi les dommages? Donc, c'est des bris et des obstructions de drains agricoles, système de drainage, fragilisation des berges, puisque, évidemment, il y a beaucoup de trous qui sont faits, des terriers. Et plus marginal, ben, un rendement à la baisse au niveau des cultures. Nous, c'est un problème qu'on avait. Ben, on était aussi localisé, donc il n'y avait pas juste le rat musqué, mais il y avait beaucoup de pertes dans les champs. C'était des champs de maïs. Donc, prévention des dommages, ben, on a évidemment le trapage, puisque c'est un animal donc, qui a un haut taux de reproduction et qui en fait, c'est l'animal le plus piégé au Québec. Ça a été très important également au niveau de la colonisation, la trappe du rat musqué. Et là, on est dans l'intervention. Là, on était vraiment dans la description donc, de l'animal, les facteurs de risque en lien avec l'humain.
Maintenant, on va être dans le réaménagement des habitats. C'est là que ça devient super intéressant parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement trapper ou éliminer, entre guillemets, le rat musqué. Ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait pas d'interaction négative avec cet animal-là. Donc, on a l'érosion des berges, ça, c'est une problématique. Et en fait, ce qu'on va conseiller, évidemment, donc la première chose que devrait conseiller un trappeur, un intervenant qui va agir en milieu rural pour trapper du rat musqué, ça va être de faire des bandes riveraines. Donc, les bandes riveraines, ça va être de planter des arbres, de laisser un espace entre le ruisseau assez important, euh, entre le ruisseau et la culture. Donc, ce qu'on veut, c'est établir comme un peu un couvert forestier, si on veut. Donc, avec des arbres, des arbustes, etc. Et ce que ça va faire en sorte, c'est que ça va rendre l'habitat favorable pour le vison, qui, lui, est un prédateur naturel du rat musqué. Ça va lui permettre de se cacher et c'est un excellent chasseur de rat musqué. Donc, on va un peu contrôler, si on veut, la problématique en favorisant, dans le fond, une espèce prédatrice. Puis c'est souvent comme ça que le livre est construit parce que de toute façon, c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Donc, si on a un problème avec un animal, forcément, il y a probablement un prédateur qui va nous aider à contrôler ça. Donc, c'est évidemment de faire des bandes riveraines arbustives ou arborescentes. Ça va favoriser le vison ou d'autres prédateurs naturels du rat musqué. Donc, ils vont utiliser les bandes riveraines comme corridor de déplacement, puis ils vont pouvoir chasser le rat musqué. Ensuite, on va montrer différentes adaptations, des modifications de structure qui peuvent être faites. Par exemple, des bonnes installations au niveau du drainage. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de drainage, notamment dans les grandes cultures pour les sols. Donc là, ça va être vraiment comment installer comme il faut son tuyau, ces tuyaux de drainage pour être certain que les rats musqués n'arrivent pas à ronger le plastique et à pénétrer à l'intérieur puis causer des bris qui font en sorte que le drainage est plus efficace dans le champ. Puis ça, ben, ça coûte quand même assez cher faire des drains comme ça. Donc, essentiellement, ça passe par un bon enrochement, du géotextile, puis tout ça. On va nous montrer, dans le fond, la construction de digues juste ici, comment s'assurer d'avoir un enrochement qui ne permet pas aux rats musqués de faire des trous, d'amenuire une digue, d'affaiblir, dans le fond, de créer de l'érosion. Ensuite de ça, ben, on a les actions répressives. Donc, les actions répressives, ben, c'est évidemment le piégeage. On va nous décrire donc les types de pièges à utiliser. Pour le rat musqué, on peut également utiliser une cage sous-marine. Puis on va nous montrer dans le fond où les placer, comment les placer, quelle méthode utiliser. On a la construction de la cage, directement quel type de matériaux utiliser et comment on peut la construire là, de A à Z et où c'est mieux de l'installer, la profondeur, la distance, etc. Ensuite, ben, on va avoir les risques associés au rat musqué, donc les risques de zoonose, donc les maladies qui peuvent être transmissibles de l'animal vers l'humain. Donc, on a tuléramie, ça va être, par exemple, les maladies vont être organisées avec cause et fréquence, les modes d'infection, les symptômes, et c'est tout. Puis ensuite, ben, on va avoir un lien, on va avoir de la documentation, des sources de documentation complémentaires si on veut aller plus loin. Donc, c'est comme ça qu'est organisé le livre. C'est vraiment très bien fait. Moi, j'ai dévoré ça. J'adore ce type de lecture-là. J'adore comprendre les animaux, comment on interagit avec eux, comment on peut faire en sorte que justement, ça ne soit pas uniquement considéré comme des nuisibles, comment on peut évidemment coexister avec eux. Sinon, il y a beaucoup de choses donc, que je voulais vous reparler. Au niveau de la relocalisation, on va aller à la page 186 parce que ça, je trouve important d'en parler, même si vous ne faites pas de trappage ou peu importe, parce que en général, la population est vraiment axée sur la relocalisation. J'ai vu ça souvent. Les gens qui viennent domper leurs animaux là, sauvages. Puis, ben évidemment, il ne faut pas le faire. C'est sûr que c'est plus facile. Mais en fait, la mise à mort est davantage recommandée. Donc, on a les espèces qui sont ici, le tableau qui est fait un récapitulatif. Les possibilités de localisation. Donc, par exemple, je vais vous dire qui peut être recommandé. On a le castor
Oui, mais uniquement sur certains types de territoires. Puis c'est souvent des distances, là, je veux dire, il faut que ça soit fait par des professionnels. Une personne ne peut pas faire ça là, parce que ça va être... c'est des très bonnes distances parce qu'un castor, ça peut revenir assez rapidement. Ensuite de ça, le rat musqué, c'est non recommandé. Les risques de... Dans le fond, le tableau est organisé l'espèce, possibilité de localisation, risque de récidive. Donc, ça, c'est est-ce qu'il va être nuisible pour d'autres personnes, au fond? Parce que ça donne rien. Si un raton laveur est nuisible chez moi, je vais le porter plus loin, il devient nuisible pour une autre personne. Ça a juste déplacé le problème, on ne veut pas ça. Le risque d'expansion des maladies, donc est-ce que, par exemple, le raton laveur, on va reprendre le raton laveur, si je le prends puis je vais le porter dans un autre territoire, on va dire à 50, 100 km de chez moi, est-ce qu'il y a un risque d'expansion de maladies, d'infection ou de parasites suite à une relocalisation? Parce qu'évidemment, on ne veut pas ça non plus, on ne veut pas amener des maladies dans d'autres territoires ou d'autres infections. Les possibilités de capture mortelle ou d'euthanasie qui sont est-ce que c'est recommandé? Donc, on va y aller comme ça. Pour la relocalisation, donc on avait le castor, oui, certains types de territoires. Ensuite de ça, non recommandé, non recommandé, peu recommandé, non recommandé, peu recommandé pour le raton laveur, peu recommandé, non recommandé. Et on a l'ours noir envisageable uniquement sous certaines conditions. Mais par contre, on a un risque élevé, comme je vous disais, que l'ours noir revienne. Finalement, ce que j'en déduis, c'est qu'il ne faut pas relocaliser les animaux. Il faut que ça soit fait par des professionnels parce qu'au fond, on a le castor qui peut être fait et l'ours noir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je relocaliserai certainement pas un ours noir seul. Souvent, les gens vont relocaliser des petits animaux, par exemple, des écureuils, des rats musqués, des moufettes, des renards, des ratons laveurs. Mais en fait, c'est vraiment pas bon parce que, par exemple, pour le raton laveur, ben, il risque d'être un nuisible pour d'autres personnes. Si son type d'alimentation a été fait en milieu urbain, vous ne pourrez pas le mettre en milieu agricole. Il va juste revenir rôder près des maisons, puis il va être un problème pour une autre personne. Puis, par exemple, pour le raton laveur, les risques d'infection, de transmission des maladies, c'est élevé à très élevé. Et en fait, ce qui est recommandé, c'est la capture mortelle parce que c'est à favoriser dans presque toutes les situations euh, à l'intérieur ou à proximité des zones de risque de rage, parce qu'il y a aussi la rage du raton laveur. Donc, au final, la relocalisation est vraiment très peu envisageable. Évidemment, ben, avant la capture mortelle ou après, ben, il faut essayer de mettre en place les pratiques qui sont dites dans le livre pour évidemment s'assurer que de ne pas laisser libre le territoire pour qu'un autre animal remplace celui qu'on a éliminé. 196 à 206, c'est encore une annexe. Dans le fond, c'est super intéressant parce qu'on est sur l'identification des animaux nuisibles à partir d'indices sur les dommages observables sur le terrain. Donc, on n'a pas nécessairement vu l'animal en question, mais on est face à une problématique. On veut savoir quel animal peut être la cause. Évidemment, on peut mettre une caméra de chasse si on en a une, mais on va avoir donc les intérêts, la déprédation, la cible touchée, les signes évidents, la description globale des indices. Donc, pareil, je vais en prendre un au hasard. Arbre abattu et coupé en forme de cône, large marque d'incisive. Donc, on est évidemment sur un castor. Mais on a des aspects qui sont beaucoup plus insidieux, qui sont beaucoup plus durs à... C'est assez facile de distinguer un castor, là, les dommages d'un castor. Mais on a, par exemple, pour le porc-épic, un pic-bois, les ours, ça va inclure, évidemment, les animaux qui ne sont pas nécessairement à fourrure, puisque tous les animaux peuvent avoir un certain impact ou en fait, il faut être sûr de quel animal peut être source de problème ou des indices sur les dommages qui ont été faits. Fait qu'on a tout ça. Fait que ça, c'est super intéressant. T'as un problème, tu fouilles là-dedans, ben, déjà, tu vas avoir un très bon indice pour savoir où s'en aller, quel animal en question peut être problématique, puis ensuite de ça, prendre action pour réduire, amenuire
s'arranger dans le fond pour pas que l'animal soit nuisible. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur le livre. Vraiment super. Moi, c'est mon genre de lecture. Puis, si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre les liens en description, puisque dans le fond, c'est juste disponible, là, je pense, sur le site de la FTGQ. Fait que, bonne lecture.